Bienvenue à tous ceux qui aiment creuser les idées et qui veulent aller droit au but. On est là pour dénicher les pépites sans se noyer dans un océan d'informations. Tout à fait. On vise l'efficacité. Aujourd'hui, on plonge dans Opération Bonheur de Gretchen Rubin. Ah oui, un classique du développement personnel. On s'appuie sur le transcript de l'audiobook de la chaîne YouTube Livre Utile. Super source. Gretchen Rubin a décidé de passer une année entière à booster son bonheur. Un projet ambitieux. On sait que vous aimez les raccourcis vers la connaissance. Des moments Exactement. Sans avoir à ingurgiter des tonnes d'informations. On est là pour ça. Alors, imaginez cette séance comme un concentré d'idées et de stratégies pratiques. Un condensé de sagesse. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer le cheminement de Gretchen Rubin. D'accord. Qu'est-ce qui l'a poussée à se lancer dans cette quête? Oui. Comment a-t-elle abordé la notion de bonheur? Et quelles en étaient les premières étapes de son projet? Particulièrement en janvier, si j'ai bien compris. Oui, elle s'est concentrée sur l'énergie et le désencombrement. Ça semble logique, se sentir bien dans son corps et dans son espèce. Tout à fait. Commençons par le déclic de Gretchen Rubin. Allez-y. Elle décrit un matin d'avril, un matin banal. Rien de spécial. Elle est dans un bus, et là, une pensée la percute. Oh là là. Et si j'étais en train de gâcher ma vie? Une question qui fait réfléchir. Oui, elle réalise que le temps passe, et elle se demande ce qu'elle attend vraiment. La réponse lui vient instantanément. Oh, Elle veut être heureuse. simplement. C'est assez universel comme inspiration. Oui, on peut tous se retrouver là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que cette prise de conscience ne survient pas dans un moment de crise. Au contraire, sa vie semble plutôt enviable. Dites-moi en plus. Mari aimant, 2 filles adorables, carrière d'écrivaine. Elle a déjà une belle vie en somme. Exactement. Elle vient de New York, a de bonnes relations, elle est en bonne santé, Le bonheur sur papier, en quelque sorte. et pourtant, elle ressent un certain malaise. Un manque de quelque chose. Exactement. Un mécontentement perpétuel et d'absence de certitude. Je vois. Elle est consciente de sa chance, mais n'arrive pas à la savourer pleinement. Un sentiment de décalage. Oui. Et elle est hantée par une citation de Colette. Ah. Ouah, quelle vie est la guerre! Quelle vie merveilleuse fut la mienne. Si seulement je m'en étais rendu compte plus tôt. Ah ouais, ça donne froid dans le dos. La peur de passer à côté de sa vie. C'est humain. Face à ce constat, Gretchen Rubin prend une décision radicale. Ah oui, Elle va consacrer une année entière à l'édification de son bonheur. un sacré projet. Un projet intentionnel et structuré. Pas juste une vague résolution. Non. Et avant de se lancer, elle fait des recherches approfondies. Elle se documente. Elle explore la philosophie, la spiritualité, la psychologie positive. Un vrai travail de fond. Elle s'intéresse à des figures comme Platon, Montaigne, Russell, Schopenhauer. Des grands noms de la pensée. Et aussi à des auteurs plus contemporains, comme Seligman et Kahneman. Des références en psychologie positive. Elle ne se limite pas aux grands penseurs. Non. Elle explore aussi la culture populaire. Ah, intéressant. Oprah Winfrey, Julie Morgenstern pour l'organisation, Des expertes reconnues dans leur domaine. et David Allen, le pape de la productivité. Le créateur de la méthode GTD. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle trouve aussi des éclairages précieux auprès de personnalités assez inattendues. Vraiment, qui est cette? Un lexicographe plein d'humour atteint du syndrome de la Tourette. D'accord. Une sainte tuberculeuse. Original. Un romancier russe hypocrite. C'est varié. Et Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Pas banal comme source d'inspiration. Ce qui ressort de ses recherches, c'est que les exemples concrets lui parlent plus que les grands principes abstraits. À apprendre de l'expérience des autres. Exactement. Avant de se lancer, Rubin se pose 2 questions fondamentales. C'est important de clarifier ses intentions. La première mise. Suis-je persuadé qu'il ne sera possible d'être plus heureuse qu'aujourd'hui? Une question essentielle. Si on croit que notre niveau de bonheur est fixe, on ne fera aucun effort pour le changer. C'est sûr? Sa réponse est oui. Elle croit qu'on peut augmenter son bonheur. Elle s'appuie sur des études qui montrent que notre bonheur dépend en partie de nos actions et de notre état d'esprit. On a une marge de manœuvre. Sa deuxième question est comment définir le bonheur? Pas facile à répondre à ça. Rubin adopte une approche pragmatique. Elle ne cherche pas une définition absolue. Elle dit en gros « je sais quand je suis heureuse, ça me suffit ». Une définition personnelle. Elle distingue aussi le bonheur du malheur et de la dépression. Des nuances importantes. Elle considère la dépression comme un problème distinct. Qui nécessitent une prise en charge spécifique. Pour structurer son année, Rubin s'inspire de Benjamin Franklin. Le père fondateur.
Oui, elle le voit comme un saint patron de l'épanouissement personnel. Un modèle de développement personnel avant l'heure. Elle est fascinée par sa charte des vertus. Ce tableau où il notait ses progrès chaque jour. Rupert reprend cette idée et crée son propre graphique pour suivre ses résolutions. Une méthode visuelle. Elle définit 12 catégories, une pour chaque mois de l'année. Un programme complet. Elle commence par l'énergie en janvier. Un bon point de départ. L'idée est qu'un regain d'énergie physique et mentale va faciliter la réalisation de ses autres objectifs. Une base solide. Pour janvier, elle établit des résolutions concrètes. Lesquelles? Dormir plus tôt, bouger plus, jeter, ranger, organiser, s'attaquer aux corvées, agir avec énergie. Un programme chargé et ça. Commençons par le sommeil. D'accord. Sa résolution: j'éteins seulement la lumière au lieu de lire, de regarder la télé, de classer des papiers comme je le faisais auparavant. Créer une rupture claire entre activité et repos. Elle applique les conseils qu'elle a donnés à sa sœur Elisabeth, qui souffre d'insomnie. Ah oui, c'est quoi? Et éviter les activités stimulantes avant de se coucher, s'assurer d'une chambre fraîche et sombre. Le classique. Pratiquer des étirements doux, tamiser progressivement la lumière. Des bonnes habitudes à prendre. Elle insiste sur l'importance de l'obscurité totale dans la chambre. Couvrir les diodes de réveil, etc. Elle a aussi ses propres stratégies pour gérer les insomnies passagères. Comme quoi? La respiration profonde et écrire des listes de tâches pour libérer son esprit. Des techniques de relaxation. Et même porter des chaussettes si elle a les pieds froids. Ah oui, ça peut perturber le sommeil. Elle a une astuce pour se rendormir quand elle se réveille la nuit. Laquelle aime toucher. Elle se dit que le réveil vient de sonner. Un peu comme un auto-hypnose. Passons à la deuxième résolution. Bouger plus. Allez-y! Elle raconte une anecdote sur son père qui avait conditionné la réfection de sa chambre à ce qu'elle fasse de l'exercice. Une motivation externe au départ. Elle a découvert un programme de musculation de 20 minutes recommandé par une amie, Pas trop intense. juste à côté de chez elle, sans coach, sans transpiration excessive, une seule série d'exercices. Parfait pour s'y mettre en douceur. Son mari et sa belle-mère l'ont rejointe. L'effet d'entraînement. Elle décide aussi de marcher plus, en utilisant un podomètre pour atteindre les 10 000 pas par jour. L'objectif classique. Elle fait le lien avec son besoin insatiable de reconnaissance et l'effet Hawthorne. Se sentir observé booste ses motivations. Elle souligne le lien entre la marche et la clarté de la pensée. Marcher pour réfléchir. Elle cite des études sur la libération de substances chimiques bénéfiques pour le cerveau pendant l'activité physique. Marcher pour oxygéner son cerveau. Troisième axe: jeter, ranger, organiser. Le gommage, chat. Joubin est convaincu que l'ordre extérieur mène à la paix intérieure. Un environnement ordonné pour un esprit apaisé. Elle est surprise de voir que le désordre est peu étudié en psychologie du bonheur. Pourtant, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. Elle identifie plusieurs types de désordre. Ah oui? Lesquels est? Le désordre nostalgique, le désordre de conservation. On garde des choses par attachement au passé. Le désordre des bonnes affaires, moins pertinent pour elle. Elle n'est pas une acheteuse compulsive. Le désordre du recyclage. Les cadeaux encombrants. Les objets dont on ne sait que faire. Le désordre de la mocheté. Les vêtements qu'on ne devrait plus porter. Le désordre du venin, on verra plus tard. Les objets neufs jamais utilisés. Le désordre ringard et le désordre du remords. Les achats ratés. Elle commence par désencombrer son placard. Un bon point de départ. Elle envoie sa famille ailleurs pour être tranquille. Pour mieux se concentrer. Elle utilise 2 sacs poubelles, un pour les dons, l'autre pour jeter. Une méthode simple et efficace. Elle commence par ce qui est hors d'usage, puis par ce qui ne la flatte pas. Le tri sélectif, Pour les vêtements dont elle n'est pas sûre, elle utilise un code. c'est-à-dire A et Z. Si elle se dit « pourquoi ne pas porter ça ?», c'est qu'elle ne portera jamais. une astuce pour se décider. Résultat. Plus d'espace, moins de culpabilité, une garde-robe plus facile à gérer. Un sentiment de libération. Elle continue avec les tiroirs. Et son mari désencombre aussi son placard. Le désencombrement en couple. Elle a moins de vêtements, mais l'impression d'avoir plus de choix. C'est paradoxal. Elle explique ça par la fatigue décisionnelle. Trop de choix, ça paralyse. Elle partage des astuces de ses amis pour gérer le désordre. Des conseils pratiques. Créer des zones de délestage pour les objets en transit. Un endroit où déposer les choses avant de les ranger. Ranger les manuels d'appareils dans des pochettes plastiques étiquetées. Pour les retrouver facilement. La stratégie du déménagement virtuel. Imaginez qu'on déménage pour ne garder que l'essentiel. Ne garder les objets sentimentaux que s'ils sont utilisés régulièrement. Pour éviter l'accumulation.
Elle nuance cette dernière règle. Elle a du mal à se séparer de certains objets. On a tous nos petites faiblesses. Elle crée une étagère vide pour symboliser la possibilité, l'espace mental. J'aime bien cette idée. Elle applique son 8e commandement. Identifie les problèmes. Trouver des solutions concrètes. Elle accroche son manteau dès qu'elle rentre pour éviter qu'il ne traîne. Une petite habitude qui fait la différence. Elle organise les jouets des filles dans des bacs étiquetés. Pour que chaque chose ait sa place. Elle résout le mystère des 4 thermomètres en regroupant les affaires de santé dans un endroit dédié. Tout devient plus clair. Elle préfère ranger les objets dans des lieux précis plutôt que dans des espaces de rangement généraux. Une organisation plus intuitive. Elle met en place des habitudes quotidiennes pour maintenir l'ordre. La clé de la réussite. La règle du faire immédiatement pour les tâches qui prennent moins d'1 minute. Ne pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. Venger chaque soir pour des matins plus sereins et un meilleur sommeil. Un rituel apaisant. Elle dissimule les magazines dans un tiroir et organise les papiers dans un dossier étiqueté. Pour un espace visuellement plus agréable. 4e axe, s'attaquer aux corvées. Les tâches qu'on a tendance à procrastiner. Ruben réalise que les tâches non accomplies lui pompent de l'énergie et la culpabilise. Le poids des choses à faire. Elle utilise l'image de la ruche, avec les abeilles, de sa liste de choses à faire qui la harcèlent. Une image parlante. Elle dresse une liste de 5 pages et s'attaque aux tâches simples comme aux plus complexes. Un plan d'action. Elle va chez le dermatologue, fait nettoyer les vitres, sauvegarde ses fichiers informatiques. Des choses qu'on remet souvent à plus tard. Elle règle des problèmes de facturation, fait réparer ses chaussures. On se sent plus léger quand c'est fait. Elle expérimente l'effet boomerang. C'est-à-dire? Résoudre un problème en entraîne un autre. Ah oui. Le rendez-vous chez le dentiste révèle une autre carie. La loi de Murphy. Réparer la lampe nécessite l'intervention d'un électricien. Ça arrive souvent. Elle note la nature récurrente de certaines corvées. Comme quoi? Mettre de la crème solaire. Utiliser du fil dentaire. Des gestes quotidiens importants. Elle identifie ses motivations profondes. La peur des raids, de la mauvaise haleine. Elle réalise qu'il est souvent plus difficile de commencer une tâche que de la faire. Le premier pas est souvent le plus dur. Elle donne l'exemple d'un email de 45 secondes qui lui a pris 2 semaines à envoyer. La procrastination a son paroxysme. Accomplir ces tâches améliore son humeur. On se sent plus efficace et plus serein. Dernière résolution. Agir avec énergie. Garder un bon niveau de dynamisme. Elle relie cette résolution à son 12e commandement. Fais comme si. Agir comme si on était déjà dans l'état désiré. Nos actions peuvent influencer nos émotions. Le corps influence l'esprit. Elle cite l'exemple des sourires forcés qui peuvent induire des sentiments positifs. Se forcer à sourire pour se sentir mieux. Et une étude sur le Botox qui suggère une réduction de la colère. En bloquant les muscles de la colère, on ressent moins de colère. Elle cite William James sur le lien entre action et état d'esprit. Un pionnier de la psychologie. Elle applique ce principe en agissant avec dynamisme, même quand elle est fatiguée. Se donner un coup de fouet. Marcher plus vite, faire les 100 pas en téléphonant, parler avec enthousiasme. Des petites choses qui changent tout. Elle invente un jeu de tente improvisé avec ses filles alors qu'elle est épuisée. Se forcer à être énergique pour le bien de ses enfants. Quel bilan tire-t-elle de ce premier mois? On arrive au bilan. Elle se sent plus lucide et moins souvent dépassée. Des effets positifs déjà perceptibles. Elle souligne l'effet motivant des petites récompenses. Se féliciter pour ses réussites. Elle reconnaît que l'effort doit être constant, surtout pour le rangement. C'est un travail de longue haleine. Elle conclut en mettant en avant l'augmentation de sa satisfaction et de son énergie grâce au désencombrement. Le désordre a un impact réel sur notre bien-être. Son placard est passé de source de stress à source de satisfaction. Une belle transformation. Elle fait écho à Samuel Johnson sur le bonheur qu'on peut trouver dans les petites choses. Savoir apprécier les petits bonheurs du quotidien. Cette première plongée dans Opération Bonheur nous a montré le pouvoir de l'introspection, Se connaître soi-même pour mieux progresser. l'importance de définir sa propre vision du bonheur Il n'y a pas de recette universelle. et l'impact positif des résolutions simples et concrètes. Des petits pas qui mènent loin. On a vu comment l'énergie et l'organisation peuvent booster le bien-être. Des pistes concrètes pour améliorer sa vie. Maintenant, à votre tour de réfléchir. Oui. Quelle petite action concrète pourriez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour booster votre énergie ou mettre de l'ordre dans votre environnement?
Un petit pas pour un grand changement. Comment ce petit changement pourrait-il impacter votre bien-être général? Laissez-vous inspirer par l'expérience de Gretchen Rubin. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des idées. Au revoir. Au revoir.